Laura, t'as le micro? Le micro. Allô, allô. Oui, alors c'est peut-être une question de définition. Pour moi, la colère, ça peut être aussi une énergie, c'est-à-dire une énergie positive. Exemple, je suis en colère par rapport à ce qui se passe, je veux dire, concernant les migrants, par exemple. Le traitement qu'on peut faire aux migrants. Et lorsque je suis en colère, je suis en même temps en compassion avec ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est à ce moment-là qu'une énergie. Mais, je veux dire, je ne la cultive pas contre le gouvernement et tout ça. Je dis non, c'est pas possible. Donc, je suis en éveil. Si seulement vous pouvez rester dans la compassion, je dirais que ce serait amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère, parce que votre colère ne va rien changer à la donne. Mais si vous restez dans la compassion, vous pouvez entreprendre une démarche, éventuellement pour aider, ou proposer des idées qui pourraient être concrètes sur le terrain. Mais la colère aussi, elle peut avoir un effet collectif qui permet de mener des actions. Vous ne pensez pas? Pourquoi doit-on être en colère pour mener une action? La compassion vous suffira, je pense. Sincèrement, cette colère, elle peut être nuisible. Je comprends votre situation. C'est qu'une manifestation, c'est qu'une énergie. Oui, c'est une énergie, mais cette énergie vous fait mal vivre à l'intérieur de vous. Même un laps de temps. Pendant que vous l'émettez, vous sentez mal à l'intérieur. Pour moi, la compassion devrait suffire pour mener une action concrète. Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est compliqué parce que, je veux dire, par rapport à l'injustice, on a forcément une réaction qui est brutale, violente, qui ne peut pas être raisonnée. Voilà, quand vous parlez d'injustice, vous voyez tout à l'heure, il y a un monsieur qui a aussi soulevé ce sujet. D'accord? Qu'est-ce qu'une injustice? Et qu'est-ce que la justice d'abord? Il faut définir. Parce que ce qui peut être juste pour vous ne peut ne pas l'être pour moi ou pour quelqu'un d'autre. D'accord? Ce qui est injuste pour vous peut aussi être le contraire pour moi. Tout dépend en fait de la référence que vous prenez. Tout ce qui porte atteinte, je veux dire, à l'humanité. Oui, alors parce que vous avez une référence, d'accord? Vous avez une référence à vous qui dit que quand on fait ça, c'est injuste. Mais chaque personne n'a pas la même référence que vous. Puisque nous sommes tous différents sur cette terre, et c'est pour ça qu'on a plusieurs avis sur la même situation. D'accord? Et le fait de vous mettre en colère, pour moi, ça ne sert à rien. Elle est inutile, cette colère, au fond de vous. Elle est même, comme on a dit tout à l'heure, elle est insidieuse. D'accord? Elle vous tend un piège, et si vous tombez dedans, ben voilà, vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal un temps, même si ça vous amène à faire des actions. Voilà. Mais moi, je pense que... C'est un déclencheur. Oui. Parce qu'on se retrouve tous. Mais sans être en colère, on peut entreprendre des actions. Contre l'injustice, et du coup, ça... Sans être en colère, on peut entreprendre des actions. Si, dans l'histoire, si vous prenez l'exemple de Gandhi, voilà, il n'a pas été dans la colère et dans la violence pour mener une révolution. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est un exemple de compassion. Voilà, et on n'a pas besoin de colère. Voilà, madame, d'accord? Ça peut être une énergie pour vous, mais de mon point de vue, elle est néfaste. Ça vous pousse certainement à faire des choses, madame, hein, mais on peut suivre une autre voie, sans la colère. D'accord? Voilà. Mais c'est bon, c'est un point de vue, d'accord? C'est un point de vue. Voilà. Et donc si on est en colère, c'est parce que... alors j'espère que vous avez un petit peu de temps pour après. Hein. Je vais développer un petit peu parce qu'on rentre dans la colère et j'ai des retours très rapides là tout de suite.
Alors, souvent on me dit, quand j'ai une colère qui est exprimée au fond de moi, si moi, je n'arrive pas à l'extérioriser, j'ai l'impression que j'étouffe, je suis mal dans ma peau. Et que cette colère, c'est une colère rentrée, on va dire, d'accord? C'est une colère rentrée qui peut générer, tôt ou tard, une maladie. Voilà. Plus ou moins grave. Et tout dépend de la faiblesse de votre corps à ce moment-là. Pour ce faire, par exemple, dans les situations que vous avez citées, madame, si on l'acceptait, madame, la situation dans un premier temps, d'accord? Si on l'acceptait, est-ce que ça changerait beaucoup de choses ou pas? Il y a une situation qui me met en colère. Je suis en colère parce que je refuse la situation. Et quand je refuse, je commence à lutter contre cette situation. Et cette situation peut engendrer un mal-être profond. D'accord? Alors que si j'apprenais à lâcher prise, qui est une étape préliminaire à l'acceptation, le lâcher prise, c'est le fait de ne pas se laisser tenter, ne pas se laisser aller à la tentation d'un refus d'une situation donnée. Quand j'accepte ou quand je lâche prise, ça ne veut pas dire que je suis passif. Ça ne veut pas dire que je suis en train de subir, que je suis fataliste. Ça ne veut pas dire que je suis résigné ou je suis dans le jugement des valeurs. Par exemple, j'accepte une situation. Ça ne signifie pas que je renonce à agir ou que je renonce à réagir. Quand je pratique l'acceptation, je comprends que ça va mener à neutraliser les conséquences d'un événement qu'il s'agit d'abord d'accepter. D'accord? Alors, c'est dur pour vous d'accepter. Vous secouez la tête. Mais il va s'agir d'abord d'accepter. Dans l'acceptation, je ne subis rien, puisque je vais être dans l'action. Je ne subis rien, puisque je vais être dans l'action, mais cette action elle sera menée de façon plus juste et plus efficace, parce que j'aurai un certain détachement. Et je ne suis plus aux prises avec ces pensées, ces idées qui fusionnent en moi. D'accord? Et l'acceptation n'est pas non plus des jugements de valeur. Pour se dire, pourquoi ça m'arrive? C'est injuste. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et si on est dans ces jugements de valeur, ça va nous mettre en porte-à-faux avec la réalité. Ce n'est pas non plus, tout à l'heure on avait dit, une sorte de fatalisme. L'acceptation n'est pas une sorte de fatalisme, qui est de croire que des choses ne peuvent être autrement, que des choses sont là et qu'elles sont totalement arbitraires, sous la volonté d'un être ou des êtres. Donc ce n'est pas du fatalisme quand on accepte. Quand on accepte, c'est parce que on a compris et on a conscience que des choses qui le sont ne pouvaient pas ne pas l'être. Car il y a des causes et des conditions qui amènent cet événement à se produire à ce moment-là. Donc l'acceptation va venir de ma compréhension de la situation. Mais pour comprendre une situation, il faut que je recule. Je fais un pas en arrière pour mieux cibler cette situation. D'accord? Et ce n'est pas non plus de la résignation, parce que si on est résigné, on est abattu tout de suite. Et quand on est abattu, on a comme un sentiment de regret, de tristesse ou de colère rentrée. Et cette colère, cette tristesse rentrée va générer tôt ou tard des pathologies, en passant par la déprime, la dépression ou d'autres pathologies plus graves, suivant l'état de votre corps à ce moment-là. Donc ne pas accepter, c'est créer une image, un genre d'image.
de ce que la réalité devrait être. Et lorsque cette image ne vient pas concorder avec cette réalité, ça refoule en moi un refus. Et ce refus-là va générer une arrivée massive des émotions plus ou moins violentes, dont la colère que vous avez mentionnée tout à l'heure. D'accord ? Ne pas accepter, c'est concevoir un modèle personnel de vie, qui va nous diriger alors vers l'idéalisme, c'est-à-dire la conséquence d'un aspect de la réalité que je n'accepte pas. D'accord ? L'idéalisme, c'est ça. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Moi, je préfère ça dans la vie que ça. Donc, j'ai créé un modèle personnel. Et comme ce modèle ne concorde pas à la réalité, alors je n'accepte pas. Et donc, je vais créer au fond de moi un modèle compensatoire. Mais ce modèle compensatoire, à ce moment-là, n'a plus rien à voir avec l'aspect vraiment concret des choses. D'accord ? Et donc, dans la non-acceptation, il y a un attachement à ce modèle personnel de vie, l'idéalisme. Je veux que la réalité soit comme moi je souhaite, comme moi je désire. Et si ça sort de ce modèle-là, ça ne me convient plus. Donc, je n'accepte pas et je refuse d'accepter. D'accord ? Et à ce moment-là, c'est parce que j'ai un certain manque de discernement dans la vie. Si je suis en colère contre une situation, c'est parce que je manque de discernement. Qu'est-ce que le discernement ? C'est cette capacité à sous-peser le pour et le contre, ou les avantages et inconvénients liés à différentes options que la vie me propose afin d'opérer, je dirais, le choix le plus pertinent ou le plus favorable possible. D'accord ? Or, lorsque je manque de discernement, parce qu'il y a des émotions, des pensées qui m'asphyxient. Et sous l'influence de ces contenus psychiques, je ne vais pas voir autre chose que l'objet soit de ma convoitise, ou soit l'objet de ma répulsion, ou l'objet de ma colère. Je ne pourrai pas voir autre chose que ça. Et comme je ne pourrai pas voir autre chose que ça va engendrer en moi une sorte d'aveuglement. Et cet aveuglement pourrait m'exposer à prendre des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. D'accord ? Et deuxièmement, quand on suit cet aveuglement, c'est parce qu'on est collé à la pensée ou collé à l'émotion. Donc cet aveuglement ne me permettra pas d'envisager les conséquences que pourrait avoir chacune de mes pensées, de mes paroles ou de mes actes. Et troisièmement, en étant aveugle sous l'emprise de ces instances psychiques, je ne pourrais pas me préoccuper des conduites éthiques ou morales, des principes de vie. Et je peux même m'en écarter. Par exemple, madame, je suis en colère, je vais faire une manifestation. Et dans la manifestation, il y a des policiers qui commencent à lancer des grenades, etc. Et bien ça y est, ça dégénère. Voilà. Parce que je ne vois pas plus loin que l'objet de la répulsion, de la colère ou de je ne sais quoi encore. D'accord ? Et puisqu'on est collé, c'est le moi qui est collé à l'émotion ou à la pensée. Et comme le moi est collé à cette émotion-là, on appelle ça la non-identification. Vous vous rappelez ? On s'identifie souvent au moi. D'accord ? Et comme on ne sait pas sortir de cette identification, alors
le fait que mon esprit se colle à la pensée ou à l'émotion, comme la colère, il n'y a plus aucun espace entre l'esprit et l'émotion ou la pensée. Et ce manque d'espace va être une des grandes causes du manque de l'aveuglement, pardon, qui va de pair avec le manque de discernement. Donc, comme l'exemple du moine, d'accord, c'est un manque de discernement aussi de sa part. Hein, il n'a pas su faire ce discernement pour dire que voilà, c'est une mouche qui va vivre quelques jours, je la laisse. Elle fait partie de ma méditation en fait. Si je prends un plan plus large, je vais comprendre que ma méditation ne s'arrête pas au calme. Ma méditation va englober tout ce qui se passe autour de moi. Et dans ce cas, qu'il y ait du bruit ou non, ça ne me dérange point. Donc ce manque de discernement, c'est que vous n'avez pas pris suffisamment de recul, de distanciation par rapport à un événement, une pensée ou une émotion. Et c'est le fait même d'envisager une situation dans son ensemble qui va vous permettre de pouvoir mieux discerner les choses. D'accord? Voilà. Et c'est pareil pour l'exemple du moine pendant la méditation et de tout ce qui se passe dans notre vie. Si nous manquons de discernement, nous n'allons pas pouvoir créer cet espace intérieur. L'espace intérieur, c'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai collé avec l'émotion, avec la pensée. Le fait de prendre du recul, c'est-à-dire dans la méditation, je vais faire un pas en arrière. Et là, ça y est, je dégage un espace intérieur. Et autour duquel mon esprit va pouvoir graviter pour analyser et envisager des choses autrement que sous l'angle que me dictent mes émotions, mes pensées. C'est ça, le discernement dans le bouddhisme, il est très très important. Et je ne dirais même pas que dans le bouddhisme, dans la vie de tous les jours. Et si vous travaillez le discernement, je vous assure que les émotions vont beaucoup moins vous envahir. Parce que tout de suite, vous reculez. Il y a un événement que vous apprenez. Aujourd'hui, les moyens de communication sont très très nombreux. Donc, peu importe les moyens qui vous parviennent, lorsque vous apprenez une nouvelle, prenez tout de suite du recul. Ne vous fondez pas dans la situation ou dans la nouvelle. À ce moment-là, vous êtes noyé, vous êtes asphyxié dedans et vous ne verrez plus rien. Et c'est pour ça qu'on ne sait plus comment faire pour telle ou telle chose. Et pourtant, c'est si simple quand on parle à quelqu'un d'autre. Eh bien, tu n'as qu'à faire ça. Ah ben oui, je n'avais pas pensé. Comment puis-je penser parce que je suis bloqué dedans? C'est comme si, moi, je vous approche ce feutre, collé à vos yeux. Est-ce que vous allez pouvoir me décrire ce qu'il y a comme dessin, ce qu'il y a comme écriture? Vous n'allez pas pouvoir parce que vous êtes trop collé au stylo. Et bien c'est pareil. Lorsque l'esprit est tellement collé à une pensée, une émotion, on ne voit plus rien. On est aveugle. D'accord? On devient aveugle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon. À ce moment-là, on va passer donc aux effets de la méditation, les effets qui se produisent à l'intérieur du corps. Il y a une trentaine d'années, à l'initiative de quelques neuroscientifiques et du Dalai Lama, ils se sont intéressés à l'étude du cerveau et les émotions qui pourraient entraîner telle ou telle conséquence au niveau du cerveau. Et autour des années 2000, début des années 2000, les premiers résultats commençaient à arriver. Et là, on s'aperçoit que
chez les moines tibétains qui se sont prêtés à l'expérience, il y a le lobe préfrontal. Alors, le lobe préfrontal, il fait partie du lobe frontal, d'accord? Ici, c'est l'avant. Ici, c'est l'arrière. On fait une coupe d'avant-arrière. Et le lobe préfrontal, c'est la zone la plus en avant. Parce que le lobe frontal il est composé de 3 cortex. Vous avez le cortex préfrontal, le prémoteur et le moteur, d'accord? Bon, peu importe. Alors, les neuroscientifiques se sont intéressés à cette partie préfrontale. Et ils se sont aperçus que chez les moines méditants de longue date, le lobe préfrontal gauche était beaucoup plus développé que le droit. Et que si on prend les gens dans la société comme nous, c'est le lobe préfrontal droit qui est plus développé que le gauche. Et là, ils se sont mis à questionner pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et en entraînant un groupe témoin à la méditation, tous les jours, 1 heure ou une demi-heure, pendant un certain nombre de mois, ils sont aperçus, lors de l'IRM du cerveau, au bout de 6 mois de pratique, par rapport à l'IRM initialement prise, il y a eu un changement au niveau du cortex préfrontal. C'est-à-dire que le côté droit, qui était beaucoup plus développé dans ce groupe témoin, a perdu du volume, s'est atrophié, au profit du côté gauche, qui a augmenté de volume. Et là, ils se sont étonnés, parce que leur professeur neurologue leur avait dit que les neurones, à partir de l'âge adulte, ne repoussaient plus, ne poussaient plus. Ils ne font que de mourir jusqu'à la fin de la vie. Et là, ces neuroscientifiques ont découvert autre chose. Ils ont dit non, c'est pas possible. Ce que nous disaient nos chers professeurs, ben, c'était faux. C'est que, à travers la méditation, on peut donc faire évoluer, créer des connexions, des neurones, et c'est ce qui intéresse ces travaux depuis presque 30 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez des centres de recherche, d'accord, en neurosciences, qui se sont implantés un petit peu partout en Europe, dans le monde entier. Et en France, récemment, il y a le CHU de Strasbourg qui s'est intéressé à la neuroscience et qui a ouvert des sessions de diplôme universitaire. Voilà. Lorsque, ici, cette structure-là s'appelle les ventricules latéraux. D'accord? Et ici, vous avez l'hippocampe. L'hippocampe,
est la zone où on a le développement de la mémoire. Donc la mémoire se situe dans cette zone de l'hippocampe, en grande partie. Et pourquoi je vous ai dessiné l'hippocampe et la zone, les ventricules latéraux? C'est parce que, à cet endroit-là, vous avez ce qu'on appelle le gyrus denté. Ce n'est pas la peine de retenir pour vous. Cette zone est une zone pouponnière de nouveaux neurones. C'est le berceau, d'accord? C'est le berceau. Et la deuxième zone se trouve ici. Cette zone, on l'appelle la zone sous-ventriculaire, puisqu'ici, ce sont des ventricules latéraux. Donc ici, vous voyez deux ventricules. En fait, il y a gauche et droit. L'hippocampe, vous en avez deux aussi, d'accord, de chaque côté. Comme on fait une coupe avant-arrière, on ne voit que d'un côté, comme ça. Lorsque vous méditez quotidiennement, à un moment donné, le calme que vous allez ressentir va être profitable pour ces deux pouponnières. Ces deux pouponnières vont donc faire naître ce qu'on appelle des néoneurones. D'accord? Ces néoneurones vont donc migrer à l'intérieur de l'hippocampe. Et ici aussi, vous avez des neurones qui naissent et qui vont aller à l'intérieur de la zone sous-ventriculaire qu'on appelle le striatum. Et lors de cette migration, les neurones vont croître et maturer. Lorsqu'ils arrivent à maturation, ils vont commencer à créer des connexions. D'accord? Et c'est cette capacité à créer de nouvelles connexions qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est atteint d'AVC, une zone du cerveau, une petite zone ou une grande zone, peu importe, ça dépend de la gravité de l'accident vasculaire.